Donc, c'est au tour d'avoir un retour d'expérience sur la place du bio-nettoyage au sein d'une équipe en crise Covid, donc avec l'ADAPI 42. Donc, on va avoir une présentation à trois. Donc, on a Céline César, Julie Godefrin et Laurence Trioulaire. Donc, c'est à votre tour. Bonjour, vous nous entendez? Oui, oui, très bien. Donc, comme ça a été introduit, on va vous présenter un petit peu un retour d'expérience qui a eu lieu sur l'ADAPI de la Loire. ADAPI Loire, c'est une association qui a été créée en 1957, qui regroupe une soixantaine d'établissements, dont 95% sont des établissements non médicalisés, type foyer de vie, foyer d'hébergement, SAJ. C'est plus de 2000 personnes accompagnées et 1500 professionnels. Alors, Laurence Trioulaire, je vais vous présenter la santé coordination des soins, qui est un dispositif qui existe au sein de l'association depuis maintenant 4 ans. Faudrait avancer là. Il est rattaché au siège et exerce ses missions en transversalité auprès de tous les établissements. Est-ce que vous voyez notre diaporama? Oui, oui, très bien. Oui, oui, très bien. Donc, ce dispositif est piloté par une directrice qui est le docteur de Fréminville. On a fait le choix de diviser le département en 2 zones géographiques sur lesquelles sont rattachées 2 directrices adjointes à la santé qui sont à temps partiel puisqu'en parallèle, elles sont directrices adjointes sur un établissement et 2 infirmières coordinatrices qui, elles, sont à temps plein, qui exercent chacune sur une zone géographique différentes. Donc, il y a le nord et le sud. Et puis, on a également un référent en activité physique adaptée qui, lui, exerce ses missions sur l'ensemble du département, qui est également à temps partiel puisqu'il est par ailleurs directeur adjoint sur un établissement. Donc, on est un service support permettant donc de venir, enfin, on vient en appui auprès des établissements sur différentes thématiques. Le circuit du médicament, la maîtrise du risque infectieux, le vieillissement de la personne en situation de handicap et bien d'autres encore. On intervient également sur site en donnant des formations auprès des professionnels mais aussi des usagers pour promouvoir l'accès à la prévention, l'accès aux soins et développer l'autodétermination de la personne, enfin de l'usager. Et puis, on participe également au développement du partenariat avec tous les partenaires de la santé du territoire pour qu'on puisse orienter les usagers ou les professionnels vers le dispositif du droit commun. Voilà pour la présentation de la santé coordination soins. Depuis une année, notre dispositif, comme nous tous d'ailleurs, on a consacré l'essentiel de notre activité à la gestion de la crise sanitaire. Tout d'abord, en traduisant et en adaptant les recommandations gouvernementales à destination des professionnels et des usagers. On est venu également en appui auprès des équipes pour donner des formations sur la maladie, les modes de transmission de cette maladie, les gestes barrières. On est également intervenu sur site auprès des établissements pour travailler avec eux la réorganisation du quotidien pour faire face et lutter contre cette crise, cette épidémie, en fonction des contraintes architecturales de chacun et puis en fonction également des publics accompagnés. On ne va pas donner les mêmes recommandations auprès d'un ESAT, d'un IME ou d'un foyer d'accueil médicalisé. Et puis très tôt dans cette crise, la direction générale a souhaité que la santé coordination soins en fait centralise tous les cas Covid. Alors pour d'une part venir en appui auprès des établissements pour la gestion des contacts tracing en lien avec l'ARS et le CPIAS, pour également mettre en œuvre les dépistages en lien avec les médecins biologistes, et puis pour si besoin, en fonction des demandes des directions et des établissements, venir en appui pour réorganiser le quotidien pour gérer les cas Covid et puis, ou le cluster s'il y avait. Voilà. Je
crois que j'ai fait le tour de tout. Alors, très vite, en fait, notre dispositif a été identifié comme un véritable dispositif d'appui, tant du côté des professionnels des établissements que de nos partenaires, de la part de l'ARS et du CEPIAS. Et c'est vrai que d'avoir un seul interlocuteur, ça a facilité les échanges. Et puis pour nous, en plus, la santé coordination soins, ça nous a développé nos compétences parce que d'avoir géré les situations du début de la crise où c'est vrai que on connaissait pas trop cette maladie, on savait pas trop, on avait peu d'informations. C'est vrai que les réponses étaient plutôt minimes et on se retournait beaucoup vers les organismes comme le CEPIAS ou l'ARS. C'est vrai qu'au fur et à mesure que la crise s'est avancée, on a été, on va dire, meilleur en réponse apportée. Voilà. Je crois que... Donc, la place du biodéttoyage, on est parti de 2 situations qui ont été vécues donc, sur un foyer de vie d'un côté et un foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé de l'autre. Donc, pour la première situation, c'était un foyer de vie en attente de déménagement. Donc, pour remettre le contexte, c'était un grand bâtiment qui, il y a quelques années, accueillait jusqu'à 55 résidents et qui, en avril, n'en accueillait que 18 parce que certains avaient déjà déménagé. Il y avait 14 professionnels sur site et dans les contraintes architecturales, c'était un bâtiment extrêmement vétuste avec des sanitaires collectifs, que ce soit salle de bain, WC, et puis donc 2 espaces de vie plus repas et du coup, par contre, de nombreux espaces inoccupés. Alors du coup, au départ, quand Laurence et Julie m'ont demandé de faire cette intervention, Laurence a commencé à me parler de bio-nettoyage. Je ne savais pas ce que c'était. Donc du coup, elle m'a expliqué. Et très vite, on a pris conscience qu'on en faisait déjà. Du coup, les résidents participaient à la mise en place des tables, ranger la vaisselle propre, ranger la vaisselle sale, nettoyer les tables. Et nous, on favorisait plutôt l'autonomie des résidents et on était plus dans un accompagnement. On n'était pas, on va dire, très à cheval sur tout ce qui était hygiène. Mais nous étions dans un établissement non médicalisé. Voilà, donc du coup, les personnels ASI repassaient derrière les résidents pour voir si ça avait été fait correctement et s'assurer que tout était propre. Mais nous, en tant qu'éducateurs, on supervisait, mais on ne faisait pas à la place des résidents. Et puis, le Covid s'est installé dans notre quotidien, malheureusement pour nous. Et donc, très vite, on a pris conscience que si le virus rentrait dans l'établissement, ça allait être très compliqué à gérer. Et donc, l'équipe entière s'est mobilisée pour pouvoir adapter notre pratique professionnelle à cette crise. Voilà, donc, mais c'est bon. Et donc, du coup, jusqu'à présent, on avait pour habitude de travailler en civil et il a fallu qu'on change nos habitudes, donc qu'on apprenne à se changer pour aller travailler. Donc, au départ, on amenait simplement une tenue personnelle qu'on utilisait juste pour le travail. Ensuite, on a été beaucoup plus exigeant avec les résidents sur tout ce qui était hygiène et notamment l'hygiène des mains. C'est-à-dire qu'on a mis en place une sorte de protocole. Alors, dans l'éducatif, on ne parle pas trop de protocole, mais pour le coup, là, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on demandait aux résidents de se laver les mains avant le repas, après le repas. On était très vigilants à ce qu'ils le fassent avant et après avoir été aux toilettes. Voilà. Et puis, il a fallu qu'on leur explique qu'il allait falloir qu'ils changent leurs habitudes, ce qui n'a pas été simple parce qu'on accompagne des résidents qui sont très ritualisés dans leur façon de faire. Donc, du coup, on a été obligé de prendre des mesures un petit peu plus radicales, notamment par rapport à la mise en place de la table. Et on a eu la chance d'avoir des locaux qui fermaient. Donc, on a été obligé de fermer nos salles à manger à clé pour que les résidents n'aient plus accès à la vaisselle propre. Ensuite, par rapport à tout ce qui était désinfection des locaux, comme vous l'a dit Julie tout à l'heure, on était dans un établissement plutôt vétuste avec des sanitaires et des douches communs. Donc, du coup, il a tout simplement fallu qu'on se mette activement au ménage.
Donc, on a désinfecté tous les jours, plusieurs fois par jour, tout ce qui était poignée de porte, intérieur, extérieur, poignée de fenêtre, interrupteur, poignée dans la cuisine, chaise, table, les sanitaires, douches. On désinfectait les douches après chaque passage de résident, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Et puis, il a fallu aussi qu'on apprenne à se débrouiller un petit peu tout seul et notamment qu'on apprenne à diluer les produits, ce qui pour nous était complètement inconnu. Donc, des fois, on a fait des choses un petit peu bizarres, mais on a rectifié. Voilà. Du coup, ça nous a quand même demandé de vraiment faire évoluer notre pratique et vraiment aller sur des champs sur lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. Et puis un jour en avril, un résident symptomatique, du coup, teste de l'ensemble des résidents qui étaient accueillis à ce moment-là, 2 résidents testés positifs, qui de plus étaient très tactiles, très mobiles, difficile pour eux de porter le masque. L'étendue des locaux à ce moment-là a vraiment permis de délimiter une zone Covid. Et grâce à la mobilisation de l'ensemble de l'équipe, les 16 autres résidents ont pu rester négatifs et aucun professionnel n'a été testé positif. Et à ce moment-là, un des résidents positifs effectivement a été hospitalisé. Le deuxième a été isolé dans un espace Covid qu'on avait fait sur une aile du bâtiment, où on avait pu mettre plusieurs chambres avec du coup un sanitaire spécifique et puis une zone pour que les professionnels puissent ajouter les EPI nécessaires pour rentrer en chambre et ressortir de la chambre avec tout un espace du coup dédié, ce qui permettait d'éviter de faire ça effectivement en entrée de chambre, ce qui demande un petit peu plus de technique et de connaissances. Donc la deuxième situation, c'est un foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, donc qui est dans un bâtiment qui est assez récent, il a 3 ans, où là par contre c'est 45 résidents accueillis, 50 professionnels, mais la présence de sanitaires et de douches individuelles dans chaque chambre. Le point notable, c'est que c'est une équipe qui est beaucoup plus importante, avec une segmentation assez marquée des tâches en fonction des métiers. Et Céline va vous expliquer un petit peu les difficultés que ça a causé au sein de la gestion. Donc après la première vague, aux alentours du mois de mai, j'ai changé d'établissement et je suis allée donc intervenir sur le nouveau foyer que vient de vous expliquer Julie. Du coup, les personnes qui travaillaient sur le foyer d'accueil médicalisé avaient déjà l'habitude d'utiliser des tenues spécifiques dans le contexte du travail. Pour les tâches, c'était un petit peu plus compliqué. On s'est retrouvés, entre nous, on disait, à travailler en tenue de cosmonaute. Ce qui était aussi très compliqué, c'était d'accompagner les résidents dans ce contexte-là, parce que du coup, dans la relation qu'on avait avec eux, ils avaient un petit peu peur, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, même si on expliquait, ils n'avaient pas tous la compréhension nécessaire pour pouvoir s'adapter. Donc, du coup, on a vécu des situations avec certains résidents qu'on ne pouvait plus accompagner au moment de la douche, par exemple, parce qu'ils ne nous reconnaissaient pas ou ils avaient peur. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de difficile à vivre quand on travaille depuis longtemps dans un endroit. Par rapport à l'accompagnement de l'hygiène des mains, par rapport au précédent foyer, on était dans quelque chose de moins ritualisé, de moins suivi au niveau éducatif, du fait qu'effectivement, on accompagnait plus de résidents et qu'on avait moins de salariés par rata. Donc voilà, du coup, c'est quelque chose de moins suivi. Et par rapport à tout ce qui était désinfection des locaux, en tant qu'équipe, on suit tout au niveau de la désinfection des tables et des chaises, mais tout ce qui était poignées de porte et interrupteurs et rampes dans les escaliers, c'était plus les personnels de ménage. Et ce qu'on a eu aussi comme souci, c'est qu'en fait, on avait des locaux plus grands, beaucoup plus ouverts, et que ce qui avait été mis en place sur le précédent foyer, la fermeture à clé des portes, là, n'était pas possible. On avait pas fait, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, tout ce qui était point de contact, c'était désinfecté par les ASI en journée. Et puis, les veilleuses repassaient une fois la nuit.
Et du coup, nous, les éducateurs, on s'occupait plus de tout ce qui était chaises, tables, cuisine. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas le temps nécessaire pour pouvoir faire tout ce qui était porté. Et puis un jour en octobre, un résident symptomatique, puis 2, puis 3, et en une semaine, un cluster très important, résidents et professionnels, avec à J8, 100% des résidents positifs sur l'établissement. Malgré un confinement en chambre pour certains résidents qui pouvaient l'accepter et le supporter. Du coup, ça nous a conduit à confiner l'institution en totalité et le maintien en poste des professionnels asymptomatiques. Il y a une question qui est sur le chat. Effectivement, même moi, ma connexion Titan, là, ça s'est coupé. Désolée, une autre personne parlait. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Donc, le confinement de l'institution et le maintien en poste des personnes asymptomatiques, parce que comme une personne l'a posé sur le chat, non, effectivement, nous n'avons pas eu de soutien extérieur. On était en octobre, quand la deuxième vague a été la plus terrible, en tout cas sur la Loire aussi. Du coup, une pénurie de personnel et de personnes disponibles qui a été extrêmement marquée, avec des taux d'absentéisme sur les établissements et entre autres sur l'établissement à ce moment-là qui ont atteint au pire moment 70%. Du coup, c'est vrai que ce qui vraiment peut ressortir des points forts et points faibles, on n'a pas précisé en introduction les deux établissements. J'y suis directrice adjointe en plus de la coordination des soins, donc c'est les mêmes degrés d'information communiqués, c'est le même management, c'est vraiment les mêmes types de résidents accueillis. Par contre, deux périodes très différentes, une en avril, une en octobre, un épuisement certainement des professionnels et de tout le monde et des résidents qui étaient extrêmement marqués à ce moment-là. Un établissement donc plus gros avec une cohésion d'équipe qui est beaucoup moins importante que ce qu'on pouvait avoir sur l'institution plus petite. Et puis effectivement, la rapidité de la diffusion du virus au sein du bâtiment qui, voilà, en 4 jours, c'était de mémoire 41 résidents sur 45 et à 8 jours, donc 100% des résidents. C'est vrai que vraiment les facilitateurs du coup qu'on peut ressortir après coup, ça a été vraiment cette cohésion d'équipe, la formation des personnels aux précautions standards, la santé coordination des soins qui vraiment a apporté un gros étayage et enfin l'établissement qui était récent, du coup une identité et une culture commune qui n'était pas encore acquise. La typologie des populations avec des résidents qui sont pour la majorité déambulants, qui ne peuvent pas comprendre ou intégrer un isolement en chambre et non plus ce qui concerne les gestes barrières type port du masque. Et puis, comme je vous l'ai évoqué, l'épuisement des professionnels où, comme toutes les personnes connectées aujourd'hui, une année de Covid, ça a effectivement poussé les personnes et les professionnels dans leur retranchement et dans toute la difficulté et la lourdeur que ça pouvait représenter et la gestion au quotidien qui au jour d'aujourd'hui, ne s'est pas particulièrement allégée malgré le déconfinement qui est en cours. Voilà pour notre présentation. Merci pour votre écoute.